On va travailler pendant 1 heure et demie sur un thème pas facile, qui est comment les acteurs du secteur financier, donc les banques, les investisseurs, les fonds de gestion, etc., comment tous ces acteurs financiers peuvent-ils contribuer à ce que le développement soit soutenable? Soutenable, ou aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça veut dire? Comment sustainable, David? Comment le développement peut-il être harmonieux, comme disent nos amis chinois, pour aujourd'hui et pour demain? Comment pouvons-nous passer d'un développement par la croissance du PIB tel que nous l'avons aujourd'hui à un développement plus au service de la société, c'est-à-dire des femmes et des hommes que nous sommes et des populations auxquelles nous appartenons, hein? Je vous donne quelques périphrases pour expliquer le terme de soutenabilité. Donc, comment les acteurs de la finance peuvent-ils être des acteurs de ce développement soutenable-là? Donc, nous sommes partis pour rêver, mais non, pas du tout, car l'objectif de ce focus, c'est d'apporter d'abord un regard sur qu'est-ce qui existe. Il existe des choses déjà, et qu'est-ce qu'il pourrait exister demain, c'est-à-dire quelles sont les propositions que nous pourrions faire concrètement pour avancer dans cette logique. Alors, on va parler en français. Il y a une traduction simultanée, donc pour ceux qui souhaitent écouter en anglais, c'est le canal numéro 4, et ceux qui souhaitent traduire en français, c'est le canal numéro 3. Ça va, tout est clair? Juste pour vérifier, est-ce qu'il y a des personnes qui ne parlent que l'anglais dans la salle? D'accord. D'accord. David, I know for you, so we will take care about you. Ok. Alors, peut-être petite introduction que je voulais faire pour bien situer le sujet, et après je présenterai nos invités et je vous donnerai notre petite règle du jeu pour ce focus. Alors, l'introduction que je voudrais faire, c'est vous donner quelques points de repère qui me paraissent importants, car j'aimerais bien également que vous puissiez apporter vous-même des éclairages sur ces propositions et qu'on puisse être bien tous dans la même direction. Alors, je voudrais commencer. J'ai deux, trois messages à vous donner en introduction. Le premier message qui m'est venu en préparant ce focus, c'est le message de la démesure. Ça commence mal ça commence mal le matin, de bonne heure. Mais je voulais quand même dépeindre une démesure à plusieurs titres, et on va arriver évidemment à la dimension financière, une démesure écologique, tant qu'on considère la nature comme une ressource à exploiter, plutôt qu'une ressource qui permet la régénération, il y a des mesures du pouvoir. Je suis très frappé partout où je vais qu'on confond le pouvoir sur l'autre, sur la situation par rapport au pouvoir de rendre les gens acteurs, etc. Donc c'est un pouvoir qui est fondé plutôt sur un couple peur et domination plutôt qu'un couple de création et de coopération. Il y a une des mesures sociétales. Est-ce que vous savez par exemple que l'ensemble de l'économie du mal-être représente 20 fois l'aide publique au développement? Je me suis amusé à faire ce calcul. L'aide publique au développement, vous savez, c'est les fonds internationaux qui permettent de financer des besoins primaires, de pouvoir simplement se soigner, avoir de l'eau potable, de l'assainissement, de pouvoir se loger. Eh bien, l'ensemble de l'économie du mal-vivre, de la peur, de la domination, ça représente 20 fois ce budget. Ce qui signifie, j'en déduis peut-être abusivement, que la question du développement n'est pas une question d'argent, mais une question d'orientation, de ce qu'on fait de l'argent. Donc des mesures sociétales. Et puis, je me suis amusé aussi à calculer, je fais ça consciencieusement le week-end dernier, que les 3 personnes les plus riches du monde, vous les connaissez par cœur, Bill Gates, Carlos Slim au Mexique et puis Warren Buffett, ont un revenu annuel qui représente le PIB de 75 pays les plus pauvres. 75 pays. Et les mêmes personnes, il y a 15 ans, je me suis amusé à remonter 15 ans en arrière, c'était pas 75 pays, c'était 48 pays. Donc vous voyez, en l'espace de 15 ans, leur revenu est passé de l'équivalent de 48 à 75 pays. Intéressant. Et je me suis amusé à calculer les 200 les plus riches, les 20 les plus riches, on arrive au PIB de 124 pays.
Les deux tiers. Les deux tiers, le budget des deux tiers du pays, c'est l'équivalent des 20 personnes ou les 20 familles les plus riches. Vous voyez? Alors après, je me suis amusé aux 225 les plus riches, on arrive à 2,5 milliards de personnes. Il y a 225 personnes qui ont un budget équivalent à 2,5 milliards de personnes. Bon, j'appelle ça de la démesure sociétale. Alors, j'en arrive à la démesure financière. J'ai été frappé de constater que 97%, c'est-à-dire pratiquement la totalité de l'économie, est une économie spéculative, c'est-à-dire une économie émotionnelle. Vous savez que l'unité de mesure en bourse, c'est le quart de seconde. Toutes les minutes, il y a 50 millions de dollars qui sont échangés. Toutes les minutes, 50 millions de dollars. Donc on est dans une économie où on est très loin de l'arbitrage supposé de la rationalité de décision, des mécanismes de régulation attendus dont tous les médias se font les échos, puisque il suffit d'une émotion dans le monde pour qu'en un quart de seconde, il y ait des millions qui s'échangent dans un sens ou dans un autre. Donc des mesures financières. Je déduis de tout ça que le système financier aujourd'hui, il est aveugle au risque sociétal et au risque écologique. Je retiens, deuxième message, j'ai retenu quatre signaux, quatre évolutions qui me paraissent toucher le secteur financier. Premier signal, c'est que la nouvelle génération, les nouvelles générations qui montent, aujourd'hui ont une appétence, ont une recherche d'un modèle où le profit uniquement financier doit aussi avoir une finalité sociétale vis-à-vis de la société. Il y a de plus en plus d'épargnants qui ont besoin, qui revendiquent des impacts du type circuit court, du type autonomie, du type est-ce que mon épargne est utile, du type est-ce que vous êtes transparent sur mon épargne, est-ce qu'il y a un altruisme, etc. Deuxième évolution que je note, que je trouve intéressante, que vous connaissez, c'est le fait que l'ensemble des enjeux de société se mondialisent. La dernière fois qu'on nous a fait le coup que c'était pas mondialisé, c'était en 86 où le nuage s'arrêtait aux frontières et désormais les enjeux dépassent les frontières. Donc la prochaine frontière peut-être de la gestion d'actifs sera peut-être la gestion intégrale, dans lequel on a à la fois la performance financière et la performance sociétale. Troisième évolution que je note, actuelle, probablement qu'elle ne va pas durer, c'est que la BCE, la Banque Centrale Européenne, a des émissions de taux directeurs à zéro, voire même dans le Rubber, on a des taux négatifs. Et donc, j'entends des acteurs qui disent, si l'argent ne rapporte plus rien, au moins, investissons-le dans des causes utiles. Et donc ça rejoint la première évolution d'une recherche d'utilité de l'épargne. Les clients, de plus en plus, ont envie de donner un sens à leur épargne et il est probable qu'il y ait une inversion entre avant la banque demandait à ses porteurs de projets d'être responsables et maintenant ça va être les porteurs de projets ou plutôt vous, nous, en tant que clients qui allons demander à nos banques d'être un peu plus responsables. Et puis la quatrième évolution, c'est le principe pollueur-payeur qui est en train de prendre sa place. Demain, toutes les entreprises qui impactent négativement des enjeux sociétaux devront payer pour cela et on voit qu'à l'occasion du climat et de la COP21 cette année, beaucoup d'initiatives ont été prises en ce sens. Alors, troisième message, je vais prendre l'exemple justement du climat en relation avec le secteur financier. Alors, je vais prendre un point qui me paraît inquiétant, puis que des points après rassurants pour nous faire un peu du bien. Le point inquiétant, c'est que je note que le FMI, très, très sollicité actuellement du côté de nos amis grecs, ces scénarios qu'il réalise, ce sont des scénarios qui oublient complètement les hypothèses de réchauffement à 2 degrés. Donc c'est les hypothèses de consommation de pétrole qui sont complètement déconnectées de nos objectifs internationaux, qui ne mentionnent d'ailleurs même pas ces objectifs. Mais par ailleurs, je trouve intéressant, et notamment récemment, vous avez peut-être entendu parler qu'en mai, il y a eu un Climate Finance Day à l'UNESCO à Paris, dans lequel il y avait près d'un millier d'investisseurs du monde entier qui se sont réunis pour échanger leurs pratiques et pour prendre des engagements. Et c'était réuni autour d'une... J'ai bien aimé la phrase qui était
qui était indiquée, si je la retrouve, c'était comment réorienter les trilliards, enfin les milliards de milliards qui font l'économie mondiale. C'était ça la question, et c'est exactement notre question de ce matin. Et donc quelques éléments concrets. Des acteurs commencent à se désengager du charbon. Le fonds de pension de la Norvège, qui est comme le plus gros fonds de pension du monde, a confirmé début juin, donc c'est tout récent, son désengagement du charbon. L'Allemagne vient d'annoncer son désengagement, la fermeture d'une dizaine de centrales à charbon. Et il y a eu quelques acteurs, le Crédit Agricole, vous en faisiez partie, il y a eu AXA, qui ont décidé d'arrêter, AXA a décidé d'arrêter ses investissements dans le charbon. Alors c'est pas une grosse part de ses investissements, rapporter la totalité de ses investissements, mais quand même, tripler ses investissements verts, etc., etc. Généraliser les analyses, ce qu'on appelle ESG. ESG, c'est environnement, social et gouvernance, donc sur la responsabilité de ses portefeuilles. Je note qu'il y a un secteur qui reste à l'écart, c'est le secteur de la gestion des actifs, qui est à l'écart de ce mouvement. Il y a des plateformes qui ont été créées pour les investisseurs, pour les assureurs, qui sont un secteur qui commence à prendre en compte ces choses. Et puis je note aussi, dernier point, et je m'arrêterai là, c'est sur la loi de programmation pour la transition énergétique en France. Donc là, on est Focus France, où il y a un article qui va rendre obligatoire à partir de l'exercice 2016, pour les investisseurs institutionnels, le fait de rendre compte de leurs émissions de gaz à effet de serre, donc associées à leurs actifs, et puis la part verte de leur portefeuille, donc quels sont les actifs qui induisent donc des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, et puis leur financement, leur contribution à la transition énergétique. Il y a même peut-être un an, tous ces engagements auraient été impensables. Donc les choses vont vite. Et je retiens trois choses, et je vous laisse la parole juste après. Première chose, c'est que ce qui est en train de se passer, les évolutions que je viens de rappeler, démontrent que économie et écologie sont liées. Deuxième chose que je retiens, c'est qu'il faut transformer le système financier. Alors on est pris entre le transformer pas à pas, petit à petit, parce que les choses se font toujours comme cela, et en même temps, il y a un changement de logiciel. Qui est appelé. Et puis troisièmement, en tout cas ça confirme l'appel de la société que le secteur financier puisse changer sa mission pour retrouver son rôle originel, qui est de servir la société et non pas de se servir elle-même. Voilà, c'est ça qui est appelé. Alors, vous voyez, ce petit rappel, peut-être pour certains, et réexplication pour d'autres, donne le cadre de ce que nous allons faire pendant cette heure et demie. Alors, on va travailler donc sur 2 temps. Un premier temps où nos amis vont rappeler les principales dispositions qui existent aujourd'hui dans le secteur financier pour contribuer à une meilleure soutenabilité de développement. Donc, premier temps. Deuxième temps, vous allez nous aider à nous projeter sur qu'est-ce qu'il pourrait être mis en place pour progresser vers une meilleure contribution à la soutenabilité. Puis troisième temps, vous serez invité à participer également et apporter vos propres éclairages, peut-être sur ce qui existe, qui n'aurait pas été dit, que vous souhaitez dire, et également, surtout, vos propositions. Je rappelle que ce focus, il est dédié, non pas à des discussions générales, mais vraiment à essayer d'identifier, si on sort de cette salle avec au moins une proposition concrète, on aura gagné le pari. Je me permets de vous présenter. À ma toute gauche, donc Stanislas Potier, qui est le responsable RSE de Crédit Agricole SA, et qui a un parcours riche avec, il a été voir avec Michel Rocard dans la mission Arctique-Antarctique pendant 2 ans, il était au ministère des Finances, dans des cabinets ministériels, à la Banque mondiale. Donc très intéressant d'avoir ce parcours. Également David Hillman, qui est directeur de Stamped Out Poverty, donc au Royaume-Uni, à Londres, et il travaille beaucoup sur les solidarités à partir des transactions financières et sur la relation au financement des biens communs. Je le fais court, parce que vous avez les uns et les autres des parcours qui sont longs comme ça. Christopher Dembick, qui est donc économiste et qui travaille dans une banque danoise qui s'appelle Saxo Bank et qui travaille donc qui est spécialisé sur les investissements en ligne pour les investisseurs. Il travaille beaucoup sur le trading, sur les échanges, transactions. Vous m'avez dit qu'il y avait une préoccupation latente dans votre banque sur la question de l'engagement responsable, mais pas d'engagement formel.
et que vous travaillez beaucoup sur la dimension plutôt macroéconomique et sur les marchés financiers. Et puis Lieven Denis, qui est avocat donc à la Cour de Bruxelles, pénaliste, qui a été assesseur au Conseil d'État, et donc qui est spécialiste du droit fiscal européen et international. Ça va être intéressant d'avoir un point de vue d'un fiscaliste, qui évidemment est une des données importantes de notre question, et qui travaille aussi beaucoup, spécialiste sur la taxation des transactions financières. Et j'ai noté que quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a été co-auteur d'un projet de traité international sur les transactions de change, Global Tax. Et puis ensuite, il est membre également, alors je ne sais pas si c'est la nuit, le week-end ou dans la journée, mais membre de différentes ONG internationales, dont Amnesty, Greenpeace, etc. Donc ça va être intéressant que vous ayez ce double regard à la fois de fiscaliste et d'ONG. Nous devions accueillir Stéphanie Rivoal, qui est la présidente d'Action contre la faim, et qui vient de nous avertir qu'elle avait que sa fille a un gros problème de santé là, cette nuit, donc elle ne peut pas venir, priorité à la santé. Et puis également Lionel Zinsou, qui, certains d'entre vous l'ont vu hier matin, qui a été nommé Premier ministre du Bénin il y a 15 jours et qui devait être là ce matin, mais il a été appelé au Bénin hier soir, donc juste à côté, et donc il n'est pas là ce matin. Voilà pour l'introduction. Je cède tout de suite la parole à vous quatre. Donc il n'y a pas de tour de parole, ce n'est pas des interventions les unes à côté des autres. Nous avons à peu près une quinzaine de minutes pour faire part de ce que vous connaissez qui déjà fonctionne. Let's go. Je suis désolé que je ne vais parler en français. I'm going to speak in English. Thank you, Olivier, for getting us setting the scene for us. But I want to kind of make a context of where we are with the situation of financing for development. On Thursday, I will be traveling to Addis Ababa in Ethiopia for the 3rd UN Financing for Development Conference. These conferences happen every 7 or so years. They are not like every year. The first one was in 2002, and it followed the Millennium Development Goals that happened in 2000, setting up 7 major goals on maternal mortality, infant mortality, on clean water, on dealing with pandemics like HIV/AIDS, on basic education. And so in 2000 they set up these goals, this vision, but they didn't, how were they going to pay for it? So in 2002 in Monterrey was the first Financing for Development conference. And then in Doha in 2008 was the second. And the third one is this year. And as I say, a number of people in this room at least is going to also be attending this conference. It is huge. It will represent 192 countries and loads of NGOs and business, and so many parties will be there, thousands of people, because there is a major, major job to be done, which is how do we deal with the fact that in one part of the world we have reasonably good standards of living, and in others we are fighting that people have the very basics. And that is the context in which we are here. This is what we mean by what can we do in terms of sustainable development, and how can the finance world play a part in that. As Olivier has said, the amount of money that is generated on a daily basis is astronomical. And so one of the ideas we will come to is whether, in one way or another, that flow of money can be tapped. But let's just understand what the context is. Currently, just as an example, about 4 million children die needlessly every day. And when we look at what are the figures involved, I'm going to use the figures from the Overseas Development Institute in the UK. Their estimate is that we need $73 billion a year. And that would be to pay for basic health care, primary and secondary education, and a basic social safety net for people, like we have
means to deal with people in old age or unemployed, some sort of basic safety net. $73 billion a year. But it's more complicated than that. That is that figure, but as many people here will know, we have now additional costs because of climate change, something we did not know about before. We have, through our industries, through our activity on the planet, without knowing this, we have ended up causing there to be more carbon dioxide in the atmosphere, and we are heating up the planet. As a result, we have problems we didn't know that we had. Problems that mean that higher temperatures mean that we are losing agricultural land. We are creating flooding. Island states are going underwater and we have to move people. Disease vectors move to places they weren't before. Malarial mosquitoes are in higher ground that they weren't before. So these are the problems that we have to adapt to, and you will have heard the word adaptation. But the other side of that is to mitigate the problem, and the mitigation is we need to create zero carbon or very low carbon pathways, and the developed world has a responsibility to ensure that the developing world has these pathways. The importance of this in terms of the overall cost is that this must be additional money. This can't be money that is from the traditional development budget. Otherwise, you dilute that development budget. As you pay for a new power pathway, you will take it away from a school or a hospital. So unless the money is additional, so 73 billion a year is the basic upon which you need more money to pay for adaptation and mitigation. Now, this is a serious resource challenge, and I think this is our job to discuss. And it is a multifaceted approach. It requires both public and private finance in order to deal with it. It is a large problem. In the UK, we now have 0.7% of our gross domestic product, 0.7 of the national income, if you like, is now devoted to development assistance. And we would like to see that rolled out to all of the richer countries of the world, because this supplies predictable, sustainable revenue going forward. And that's the important thing. We need to create, and in our talking here, we need to talk about predictable money, because it's no good coming up with money that will just dry up after a bit. If you're dealing with someone, for instance, who has got HIV/AIDS and you're looking to deal with lifelong treatment of drugs, you can't sort that out for 2 years ago. Oh, well, no, well, the funds run out now. The person will die. So we need predictable finance. So the money that comes from overseas development assistance is extremely important. But as I say, it's a multifaceted problem. There is the need also for innovative sources of development finance, and these innovative ideas that are both will involve public funds and private funds, I think is the nature of the discussion we're about to have. Yeah, David, donc la question c'est qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme système innovant donc pour orienter l'allocation des finances sur les besoins au minimum basiques, comme tu viens de le dire. Donc l'un de vous trois, qu'est-ce qui existe? Peut-être que Lévis? je peux... well, first of all, thank you for the invitation. And I would like to debate in French, but I prepared my notes in English. So if you allow me, I would just make some remarks following what David has introduced. I think, as the moderator says, it's important to know who are the financial actors that we envisage. To whom do we want to offer solutions for their actions? And it's not only the intermediaries, not only the banking sector, it's the entire financial sector, the entire capital market, which is a bit absent in the sustainable development movement. So it includes, of course, Bill Gates and the other rich people of this world. They are part... Lieven, just I want to check. Combien de personnes appartiennent au secteur financier dans cette salle?
Une personne. Deux personnes. Deux personnes. D'accord. Okay. Well, the second point I would like to raise is that we should distinguish the soft law of CRR approaches, which is voluntary measures by the financial sector, such as refusing to cooperate with tax avoidance schemes in tax haven locations protected by the bank secrecy, or should we look at more robust measures, mechanisms that imply in a compulsory way the entire financial market? Some years ago, I was happy to participate in a committee of experts appointed by the leading group of countries, financial institutions and NGOs, a sort of a coalition of the willing to rethink the finance of sustainable development at the international level. And we delivered a report that is that fits very well with the theme of today. So I would call upon you to read that report. It's also in French. The secretariat of the leading group is in Paris, and it is published and well used up to now. So if you allow me just to quote a few of the essential elements of the report about the problem that they defined, and I would raise 4 points. It focuses on the feasibility of different financial levies to fund international development and climate change in the context of a funding gap for development, environment, health and other public goods. So the report sees a global dilemma where we see a growth of global economy which has not been matched with the need to pay for global public goods. The wealth of globalized economies has not resulted in a corresponding match of let's say, the gap between the traditional official development assistance and the availability of domestic sources, and also the corresponding funding for the global public goods. This discrepancy motivated the search for financial resources of revenue, and the expert group has considered that the states should base their international development cooperation on at least 4 considerations: substantial benefits of and global wealth generated by the globalizing economy as such, the globalization as such. 2, the increased use of the global commons, one of which is the liberalization of capital and trade that was organized and accepted by the states and which has greatly contributed to global wealth and facilitated the exceptional high integration of the global finance architecture. 3, an increased awareness to address, as a matter of urgent need, sustainable development and the financing of global public goods at the global level, since the magnitude of the challenges and the budgetary limits imply that it is beyond the reach of the nation states acting alone. And 4, as a result of the global financial crisis, followed by the global economic crisis and the sovereign debt crisis, domestic budgets are under a severe fiscal constraint, which jeopardize the increase of development cooperation. The sequence of the crisis has demonstrated, be it in the most painful way, the interpenetration of the global financial sector in global economy. And then the next step of that report is the solutions. And I will leave first we'll speak just the other okay. persons to interview. Stanislas or Christopher? Parfait. Donc, quelles sont les choses que vous constatez, que vous avez mis en place, ou vous savez que ça a été mis en place par d'autres acteurs pour faire le lien entre finance et soutenabilité? D'abord, tout simplement rappeler qu'au final, dans la soutenabilité en finance, c'est un domaine qui est en pleine expansion et qui a un gros potentiel. On va le voir notamment, je pense, dans la deuxième partie. Juste peut-être un chiffre. Aujourd'hui, on sait que sur les grandes entreprises mondiales, on en a à peu près 3% qui publient assez régulièrement leurs performances ESCG, donc environnementales, sociétales
et de gouvernance. Donc on voit qu'il y a quand même un potentiel extrêmement énorme. Je ne connaissais pas ESCG, je connaissais ESG. ESG, pardon. Ah, d'accord. ESG, excusez-moi. À cet égard. Donc ce qu'il est important de voir, c'est que en termes d'investissement, il faut se placer à la place de l'investisseur qui va toujours rechercher un retour sur investissement. Et c'est là où justement il est extrêmement important de voir qu'il faudra des critères en termes de liquidité ou en termes également de tout simplement de traçabilité qui seront extrêmement importants pour vraiment permettre aux investisseurs de s'intéresser à ces produits. Je pense que quelque chose qui a été rappelé en introduction, c'est qu'aujourd'hui on est dans une ère où au final les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Et ça c'est très important pour les investisseurs. Donc ils ont deux possibilités. Et d'ailleurs, c'est à peu près ce qu'on peut éventuellement conseiller parfois nos clients. Soit vous détenez du cash, parce qu'effectivement les taux sont bas, et bien sûr, on voit, il y a quand même des risques extrêmement importants sur le marché. Soit tout simplement, vous pouvez investir sur des domaines où au final, il y a un certain aspect de respect de l'environnement, une préoccupation au final sociétale, environnementale, de la part de nos investisseurs, de la part de nos clients. Donc c'est peut-être au final une très bonne opportunité de voir justement que les taux d'intérêt sont très bas et le fait de détenir du cash peut inciter à aller vers d'autres formes d'investissement. Donc c'est une période qui est assez cruciale et qu'est-ce qu'on constate, c'est que les solutions ont commencé vraiment à apparaître en termes d'investissement à partir de 2008. Ce n'est pas anodin tout simplement parce qu'on était justement dans cette période de crise financière. Il y a eu vraiment de la part des investisseurs une forme de déperdition. On ne savait plus où il fallait investir et donc quelques solutions ont commencé à apparaître. Il y a les obligations vertes, j'y reviendrai probablement ou peut-être d'autres y reviendront dans une deuxième partie parce que ça me paraît être une très très bonne solution. Et on a aussi quelques initiatives qui sont parfois dans le cadre de l'ONU, notamment sur le fait que les bourses, aujourd'hui, on a je crois à peu près une vingtaine de bourses mondiales, notamment les principales bourses européennes mais aussi émergentes, qui incitent justement les entreprises cotées à publier leurs données en termes de performance environnementale, sociale et de gouvernance. Donc il y a vraiment des incitations dans ce domaine, mais ce qui est important de voir, c'est le terme incitation. Il n'y a strictement aucune unification et il faut voir aussi au niveau du secteur bancaire quel est l'intérêt. Par exemple, aujourd'hui pour Saxo Bank, nous on a bien compris que nos clients aujourd'hui recherchent essentiellement de l'investissement. On parlait de trading. Le trading, c'est quand même un aspect quand même extrêmement agressif. On est certainement un peu loin, j'imagine, quand même de préoccupations de soutenabilité en finance. Mais malgré tout, on essaye aussi de développer à côté d'autres types de produits, puisqu'on le voit, les investisseurs sont aussi à la recherche de ces différents produits. Ce qui sera important de voir, c'est essentiellement de savoir si les produits peuvent offrir un retour sur investissement aussi élevé au minimum que des produits classiques, disons investir sur le CAC 40, investir sur des entreprises cotées, ou éventuellement aussi, donc c'est vraiment un domaine de recherche en finance qui est assez important, et éventuellement aussi des garanties. Le fait est qu'il faut savoir la traçabilité, avoir des critères unifiés, donc ça fera plus partie, j'imagine, des solutions qui seront évoquées en deuxième partie. Donc c'est tout un champ des possibles qui a exploité. Je vous parlais des obligations vertes au tout début. Aujourd'hui, je crois, les derniers chiffres c'est un marché qui représente 12 milliards de dollars. C'est assez faible. Il y a des prévisions, bon, vous savez, il faut toujours être très prudent en termes de prévisions, mais d'ici quelques années qui sera à 100 milliards. Ce qu'il faut voir, c'est simplement que c'est un secteur qui est en pleine expansion. Le secteur financier est assez réticent pour l'instant. On a bien sûr, notamment sur le domaine du trading, que je connais un peu plus, qui est notre spécialité, notre cœur de business à Saxo Bank, des réticences extrêmement énormes. On a eu aussi la taxe sur les transactions financières. À titre personnel, au niveau de Saxo Bank, on a été extrêmement réticent à cet égard, parce qu'il y a des distorsions de compétitivité entre les banques qui seront soumises à cette taxe et éventuellement les banques à l'étranger, on pensera en Chine, notamment en Asie, qui ne seront pas soumises à ce souci-là. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut à la fois vraiment une unification, à la fois des critères, mais aussi, si on parle de taxes, une unification globale. Je pense que vous avez une bonne opinion sur ce sujet-là. Donc il y a vraiment tout un champ des possibles. Il faut simplement être extrêmement prudent et toujours se mettre à la place de l'investisseur qui, malgré tout, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais recherche toujours le profit aujourd'hui. Stanislas. Alors comme j'interviens en dernier, ça va me donner le privilège de rebondir un peu sur plusieurs choses qui ont été dites. D'abord, je partage le fait qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la crise dans le monde financier. Ensuite, on a parlé de beaucoup de sujets très complexes qui, à mon avis, appellent des solutions ou représentent des enjeux et des situations assez différentes. Notamment le développement, l'aide au développement, qui est un très gros sujet, qui n'est pas tellement traité par les institutions financières privées, même si on peut
effectivement les solliciter davantage aujourd'hui, mais là il y a un enjeu très fort de contribution publique, budgétaire tout simplement, que les États n'ont pas fait, sauf certains effectivement, en remplissant les objectifs que les États s'étaient donnés collectivement d'ailleurs il y a quelques années, mais que peu ont respecté. Mais aussi en termes je pense, de régulation. Et il y a des choses à faire. Finalement, le secteur privé, il est assez efficient pour avancer sur des rails, et c'est un peu aussi à la collectivité de dire où vont les rails. Bon, et après, c'est très efficace. Vous êtes en train de dire que ce qui existe le plus visiblement sur leur réorientation des circuits financiers, c'est la puissance publique, c'est les fonds publics. En tout cas, là je parlais pour l'aide au développement. Pour l'aide au développement, il y a une responsabilité, à mon avis, très importante, effectivement, des fonds publics et de grands plans de développement. Bon, bref, en tout cas, il y a un jeu public-privé où le public a une part prédominante. Après, sur les enjeux liés au changement climatique, à la transition énergétique, sur les droits humains, sur tout un tas d'enjeux qui sont regroupés dans cet acronyme ESG, environnement, social, gouvernance. Là, pour le coup, le privé a été très actif. Il peut être complètement encore sollicité. Il y a des tas de choses à faire, mais il s'en est déjà passé pas mal ces dernières années. Y compris, d'ailleurs, sur certains acteurs. Vous sentez un peu sceptique dans l'introduction sur les gestionnaires d'actifs. Non, la gestion d'actifs s'y est mise de façon assez forte ces dernières années, avec différentes approches, et notamment la gestion d'actifs en France et en Europe continentale, mais pas seulement. Des acteurs majeurs qui ont pu être très critiqués par ailleurs, comme BlackRock, sont aujourd'hui extrêmement impliqués sur ces sujets-là. Et avec des exigences, je pense que vous avez vu tous dans les journaux, la lettre envoyée par BlackRock, le plus grand fonds de gestion au monde, aux dirigeants de sociétés dans lesquelles ils ont investi, disant à ces dirigeants, arrêtez la course à la rémunération et arrêter la course aux dividendes. C'est quand même assez paradoxal pour un investisseur qui dit « ne me donnez pas trop de dividendes parce que ce n'est pas soutenable. En revanche, réinvestissez ce dividende chez vous, dans l'entreprise, pour vous développer, etc. » Donc, encore une fois, des choses se passent. Il y a un grand absent, à mon sens. Donc, les banques, là, on pourrait y revenir. Il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'être développées, même s'il faut aller plus loin. Il y a des choses aussi qui sont parfois assez compliquées. On a évoqué le trading. Souvent, on pense le trading, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est la finance, grosso modo, qui ne va pas à l'économie réelle. Oui, mais en même temps, le trading, il vient d'où? Il a été inventé à l'origine, au XIXe siècle, pour protéger les agriculteurs contre les aléas climatiques. Et il y a toujours aujourd'hui du trading sur les matières premières agricoles qui servent aux agriculteurs à se protéger. C'est un instrument nécessaire. Et si je vends à terme, c'est parce que je cherche à finalement assurer ma position, quel que soit ce qui va m'arriver avec ma récolte quelques mois plus tard en fonction du climat. Et si je vends une position sur le marché, il faut bien que quelqu'un l'achète. Et donc quelqu'un spécule en face de moi. Et donc l'agriculteur qui se couvre est obligé de trouver un partenaire en face qui va accepter de prendre le risque de la position inverse. Sinon, ça ne marche pas. Le problème, et là c'est l'élément que je voulais apporter, dont on n'a pas parlé à mon avis, c'est que parmi tous ces acteurs, on n'en a pas trop évoqué un qui sont les marchés, les places de marché et les typologies de marché, et ceux-là sont très mal réglementés. Et vous avez des marchés de trading où on vous demande, on exige de vous, acteurs financiers, aucune transparence. Vous ne dites pas vos positions, vous ne dites pas ce que vous faites, vous ne dites pas ce que vous ferez plus tard, et néanmoins, vous pouvez gérer des trillions de dollars voilà, dans la plus grande opacité. Et du coup, avoir une influence évidemment sur les cours considérables. Mais rien n'empêche de dire que sur ces marchés comme sur des marchés classiques, on oblige tout d'un coup, et ça c'était la puissance publique de le faire, aux régulateurs et aux autorités de marché, rien n'empêche de dire tout d'un coup, on vous oblige à déclarer vos positions, on vous oblige à vous assurer avec des systèmes de compensation, etc., pour faire en sorte que si jamais vous avez spéculé, que vous perdez vos positions, ben vous pouvez quand même les honorer, et ce qui est un très gros, un garde-fou très efficace sur les positions excessives. Et
Mais ça n'est pas fait aujourd'hui. Alors c'est compliqué parce que les marchés sont mondiaux et parce que il faudrait un certain accord entre différentes autorités de régulation, différentes autorités de marché. Mais les autorités nationales qui sont en capacité de le faire, plusieurs d'entre elles ne l'ont pas fait. Vous avez remarqué il y a quelques années aux États-Unis un renforcement de la réglementation sur le marché des hydrocarbures. Et le Royaume-Uni en a profité pour alléger sa réglementation et attirer le trafic. Bon, c'est pas vraiment soutenable. Et là, il y a un enjeu, à mon avis, de compréhension des systèmes et d'appropriation par les autorités de là où ça se passe. Et ils ont, à mon sens, trop fait porter la réglementation sur les acteurs en se désintéressant trop des marchés. Et c'est beaucoup plus efficace de réglementer les marchés, à mon sens. Je voudrais vous interpeller sur, actuellement, il y a une Oxfam, qui est une des plus grosses ONG au monde, est en train de contester justement la question de la spéculation. Vous savez qu'on attend les 2 ou 3 étés qui viennent comme étant extrêmement chauds. Vous savez qu'il y a le phénomène Nino, il y a le phénomène Nina. Il y a quelqu'un de l'ESA ici qui regarde ça de très près de là-haut. Et donc le phénomène Nina qui est en cours de renforcement, qui va probablement... qui explique probablement des étés chauds et secs. Et donc, il y a actuellement des investisseurs qui achètent du riz à tour de bras pour pouvoir le stocker et le revendre à partir de l'année prochaine beaucoup plus cher que son prix aujourd'hui. Donc, c'est effectivement de la spéculation. Alors, je ne sais pas si ça rejoint ce que vous venez de dire, mais il y a donc une attaque d'Oxfam sur ce phénomène où la protection des agriculteurs là se retourne contre eux, puisqu'ils vont avoir effectivement, en tout cas les populations, pas les agriculteurs, mais les populations en situation d'insécurité alimentaire, ça va s'aggraver. Comment les acteurs financiers aujourd'hui peuvent rentrer dans cette compréhension? D'abord, je pense qu'effectivement, il y a des excès, mais en même temps... Il y a des excès, et donc il y a des positions excessives qui sont là uniquement des paris et qui ne sont pas vraiment destinés à couvrir et à lisser des marchés de matières premières qui sont extrêmement volatiles. Mais en revanche, on a été, Crédit Agricole, on a eu une discussion assez fournie avec Oxfam, puisqu'ils ont fait un rapport il y a 2 ans, je crois maintenant, sur la finance à femmes, le monde. Alors, avec cet argument-là de dire, finalement, on contribue à la spéculation, on fait envoler les prix, et puis ensuite, les consommateurs, notamment dans les pays en développement, n'ont plus de quoi se nourrir. Après, on a été félicités, parce que nous ne sommes plus du tout dans le trading de matières premières et notamment de matières premières agricoles. Pourquoi nous n'y sommes plus? Pas du tout pour des raisons éthiques ou tout simplement parce qu'on était un acteur trop petit et donc on a cédé nos activités à d'autres acteurs financiers. Il n'empêche qu'on continue à proposer aux agriculteurs français notamment, qui sont très actifs en direct, ils ont tous leurs ordinateurs, etc., ils sont sur les marchés, des systèmes de couverture. La réponse qu'on a faite à Oxfam était de dire attention, ne mélangez pas tout. Il y a des excès sur les marchés, ok, spéculation, très bien. Ça n'est pas ça qui affame le monde. Il faut relire Amartya Sen. Il y a quand même des décennies maintenant de recherche économique, statistique, et il a été assez clairement démontré, je pense, que les famines ne proviennent pas de la volatilité des cours dans le monde, elles proviennent à chaque fois d'un non-accès à la ressource. Et ce non-accès à la ressource provient d'un déficit démocratique dans les pays où il n'y a pas cet accès à la ressource. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la personne qui va mourir de faim dans le Sahel. Honnêtement, elle n'en a rien à faire de savoir quel est le cours du riz à New York, Tokyo et je ne sais où. Mais l'aide alimentaire qui est de toute façon délivrée, elle ne l'aura pas. Elle ne va même pas la toucher parce qu'elle ne va pas arriver chez elle. Et puis elle n'aura pas d'eau pour faire bouillir le riz, etc. Donc ce sont des problèmes d'accès à la ressource, ce sont des problèmes de gestion et finalement d'organisation collective et politique avant l'organisation financière. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des excès, je veux dire que c'est beaucoup trop simpliste et on ne résoudra pas les choses comme ça, de dire que c'est la volatilité des prix qui crée la famine. Okay. David, are you agree with that? You want to Yeah, speak?
I mean, food price speculation is a problem when speculators move in and they, buy rice and they gamble on the price of rice, because at the end of the day, it changes the price in a developing country. But I think there's a confusion here, because I think Stanislas was really talking about ensuring harvests. You started by the fact that there were financial products to ensure harvests, and that's a quite legitimate thing, where the financial market provides a service which ensures against the risk that your harvest does not come in, and I think that's an extremely legitimate insurance product, and does create for a more safe, secure, sustainable way forward. But that's a very small part. I think that we're here probably to talk about the larger solutions, and in that regard, I refer over to what Lieven was referred to. He was talking about the leading group, he was talking about this experts paper. I know he will say more about that, but I'll say something about that because it opens up the area of solution. The leading group, which are a number of countries, France has the Secretariat, and they launched in 2006 something called Unitaid, and Unitaid is a small levy on airline tickets, like €1 on your ticket if you're traveling within Europe, €4 if you're traveling outside, that kind of thing. Since 2006, this has raised $2.5 billion for HIV, TB, and malaria treatments. And even when it started, it was seen to be a pilot. Could you do this as a pilot? So all that money doesn't come just from France. It comes from France, and I think Chile, South Africa, at least 9 or 10 other countries. The UK contributes to this through its overseas development aid. But here we have 2.5 billion. And this is money that can be used to help bridge the gap between ODA and the extra costs that are required to meet the Millennium Development Goals and the additional costs I was speaking about earlier to do with climate change. But as I said, it's a pilot. The big idea, which I think is what the solution part of what Lieven was going to talk about, the conclusions of that report, is the financial transaction tax. The financial transaction tax is now moving forward in Europe with France, Germany, Italy, Spain, and 7 other countries. It will almost certainly be agreed. The first part of it, at least the taxing of shares and derivatives, is likely to be agreed in the autumn. The amount of money that will be generated depends ultimately on the rates that will be levied on the different assets, but we would estimate between 10 and 20 billion euros a year, of which the French government has said a minimum of 20% of that money would be spent internationally, with, I think, Pascal Canfin recently saying about 2/3 would go on climate and 1/3 on pandemics. So this is a means by which you can harness the flows in the financial system, and then you can use that money for global public good. So I would say that is one important way in which to make a contribution. And I think that just in answer to what Christopher said, some people say the classic thing is you hear is you cannot tax the financial sector with these taxes unless everybody does it all at the same time, all the things will move. Unfortunately, that's not true. I mean, I'll say unfortunately, but it isn't true. And it isn't true because it depends on the design of the tax. If it's designed properly, the geography of the trade is irrelevant to capturing the tax. So to give you examples, there are maybe 40 different financial transaction taxes that already exist. Famously in the UK, we have a tax on share transactions at 0.5%, 0.5%. By the way, much more than is being talked about in the European context. 0.5%. And it's done unilaterally. In other words, we just do it in the UK. And it raises £3 billion, about $5 billion annually. And
it doesn't mean that everyone doesn't trade in UK shares and disappears off. And no, we have one of the strongest stock markets in the world. So you do not have to have it going on everywhere for it to work. It just has to be designed properly. So I open up in the solutions part of what we're saying by saying the financial transaction tax is a very strong candidate. Merci David. Effectivement, la transition est tout à fait bien introduite par toi sur la deuxième partie. Donc on va maintenant orienter notre petit échange avant d'échanger avec vous sur des solutions qui n'existent pas encore et que vous appelleriez de vos voeux. J'ai été surpris que vous ne parliez pas du tout d'impact investing. Donc peut-être est-il intéressant de revenir là-dessus. Vous avez évoqué plusieurs d'entre vous le fait d'avoir des indicateurs, notamment Christopher insistait sur le fait d'avoir des indicateurs unifiés. Donc comment en fait la question c'est comment on peut discriminer, il y a des taxes qui existent, qui rapportent pas mal d'argent, comment on discrimine un projet d'investissement qui est sociétalement soutenable, pardonnez-moi le gros mot, comment on favorise, comment on va choisir un projet qui contribue effectivement à davantage de soutenabilité qu'un autre, sur quelle base, si on a des critères qui sont unifiés, comment résout-on le problème que dans ce contexte, il y a des préoccupations qui font société qui ne sont pas les mêmes que dans un autre contexte. Donc si vous m'imposez des critères unifiés, comment je fais pour spécifier dans mon contexte? Donc le problème est résolu d'un côté, mais vous en ouvrez un autre. Finalement, que faut-il mettre en place pour qu'effectivement on puisse à la fois avoir, et vous l'avez soutenu, on puisse à la fois traiter la question des biens publics mondiaux et à la fois, contexte par contexte, pouvoir discriminer des projets soutenables. À quoi pensez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter là ce matin comme nouvelle proposition que demain matin, évidemment, nous irons tous voir à la Banque Centrale Européenne et au ministère de Bercy pour aller les proposer. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer demain matin? En parlant de Banque Centrale, d'ailleurs, il y a un mouvement qui s'est amorcé qui est très intéressant. Qui s'appelle? Il n'y a pas de non encore. Ah, je veux dire, c'est un mouvement pour essayer d'intégrer dans ce que vont regarder les banques centrales et les régulateurs et dans l'appréciation des risques portés par les institutions financières, d'intégrer ces éléments-là. On est au balbutiement. Mais, le G20 a reçu un mandat, pas exactement celui-là, en Allemagne début du mois, pour en tout cas que l'autorité de surveillance des marchés puisse regarder les choses dans ces taxes. Absolument. Et la Banque de France est en train de regarder aussi, y compris dans les régions d'ailleurs, surtout les acteurs financiers bien sûr, même les entreprises. Enfin, il y a des mouvements qui s'amorcent, qui sont intéressants parce que avec des acteurs extrêmement prescriptifs, ce sont les autorités, pour essayer de commencer à intégrer dans l'examen de la performance, de la santé des acteurs qui le régulent, d'avoir un regard qui va un peu au-delà du classique économique et financier. Moi, je pense qu'il y a une normalisation qui est en cours quand même des critères, parce qu'elle se fait par les places de marché qui montent des indices RSE avec des agences de rating, avec des agences de notation extra-financières, même des acteurs classiques comme je crois que c'est Fitch qui a annoncé là aussi ça démarre, mais ils sont en train de commencer à regarder. C'est quand même une des principales agences de notation classiques pour le coup, pas spécialisées extra-financières, qui sont quand même en train de regarder ce qui pourrait devenir plus tard des critères complètement intégrés dans leur notation ESG. Et ça, ce sont des acteurs mondiaux. Donc on est d'emblée sur une approche qui est un peu normalisée worldwide.
je trouve il y a beaucoup de produits qui se sont développés ces derniers temps, hein, qu'on peut pousser. Il y a les green bonds, effectivement. Il y a les low carbon funds avec les gestionnaires d'actifs qui mettent ça en place, qui peuvent être assez puissants pour rediriger des ressources très importantes sur des actifs qui permettent d'accélérer la transition énergétique, par exemple. Et je voudrais juste faire la différence entre ce genre de mouvement, où on voit, parce que c'est un peu le titre du focus, que finalement les acteurs financiers changent leur approche et changent leur mode de fonctionnement, avec la taxe, qui peut être légitime, hein, à voir, mais qui relève plutôt de ce que tu évoquais au début, c'est-à-dire sur la problématique du développement, et on est bien dans une problématique budgétaire, il faut alimenter ce budget, c'est pas du tout illégitime de se dire que on taxe un certain nombre d'activités qui l'étaient peut-être insuffisamment jusqu'à présent, mais c'est pas ça qui va faire changer, je voudrais juste faire la différence, c'est pas ça qui va changer le comportement des acteurs financiers. Donc là, on va taxer un secteur pour alimenter un certain nombre financer des biens publics que personne ne ferait à la place des autorités publiques. Mais si on veut changer le comportement des acteurs financiers, la taxe ne va pas y contribuer. En revanche, oui, l'intégration de critères par les autorités de régulation, par les banques centrales, qui pourraient tout à fait valoriser, par exemple, les collatéraux qu'elles acceptent en fonction de certains critères ESG, et puis des places boursières. Bon, tous ces acteurs-là, eux, effectivement, sont des aiguillons qui permettent aux acteurs de bouger. Sur le plan de la fiscalité, j'aimerais bien. Peut-être intervenir dans cet aspect. Est-ce qu'on peut avoir une fiscalité discriminante, positivement ou négativement? Je pense que oui. Et sur la base de quels critères? Oui, si c'est justifié, mais quand même, il faut se réaliser qu'est-ce que les États taxateurs font. C'est déjà clair que le secteur financier est ce qu'on appelle undertaxed. Donc, donner encore plus d'exemptions d'impôts dans un secteur qui ne paye pas son fair share of the deal, it's a lot asked from the national governments. En plus, ça accentue que même dans un impact investment, il s'agit d'un profit-driven investment. Ça reste toujours profit-driven. Et les taxateurs ne peuvent rien faire autre que de ne pas taxer ce profit. Donc, ça continue la philosophie que le secteur financier, le capital, ne doit pas être traité comme le coût de travail, la consommation, qui sont heavily taxed, mais que le secteur financier ne devrait pas participer. Même si on applique des règles dont j'ai quand même un peu de doute, quelle est l'autorité d'une banque centrale pour imposer des critères dans la sélection de vos investissements? Ça m'étonnerait un peu, mais du point de vue juridique, il y a très peu, je pense, à y ajouter. Tandis que la recherche juridique, mais de ce expert group, était plutôt dans le secteur d'impôt, mais pas un impôt national, comme on le connaît maintenant, mais un impôt global, qui n'est pas nécessairement un impôt international, mais dans un secteur très spécifique de l'économie, qui est un peu le secteur qui est le backbone de l'économie. Ça, c'est un peu le raisonnement. Pourquoi imposer un impôt? Et l'exemple, et ce n'est qu'un modèle de l'impôt sur les transactions en devises, est un parti du secteur concerné. Mais là, l'architecture internationale est tellement concentrée déjà qu'il est techniquement possible de s'imaginer d'imposer quelque chose qui n'est pas national, qui n'appartient pas au budget national. Mais je ne veux pas trop aller de l'avant dans cette discussion. Le groupe de travail a étudié 5 types de taxation. Je ne vais pas entrer dans le détail technique, mais c'était en effet le résultat
sur base des critères qu'ils ont utilisés. Sufficiency, will the levy raise enough funds? Market impact, will it harm economy or will it be minimal? Feasibility, is there a technical infrastructure available and is it legally possible? Sustainability, is it stable and predictable? And suitability, is it appropriate? Is there a direct link between that financial sector and that financial market with the public goods, and does it contribute to the solving of the dilemma? And the answer of this committee was, what we recommend is a multi-currency transaction tax on the exchanges of currencies. It's not about the financial transaction tax like in England, like in France, that you know, which is relatively modest, centrally collected by the central settlement institutions, supervised by the central banks, directly transmitted those revenue to a global fund, and the burden of the tax be redistributed across global financial and economic activity. This is a very ambitious goal, and that was the technique that was developed. We were very astonished, and if you allow me to repeat the figures, astonished by the figures if we compare, let's say, the high trade turnover of the currency of the currency market, where we see that 4 to 5 days of currency trade correspond to a whole year of world trade in goods and services. That 5 days, and it was the case 5 years ago, and it's still the case today. I checked with that central institution that settles daily all, or let's say the very large majority of currency trade. It's $5 trillion a day, dollars, which means in French 5 000 milliards par jour. Par année, ça veut dire 1 million de milliards par an. Ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on voudrait taxer à un taux minimal qui n'a aucun impact sur l'économie. Parce que, en parlant avec les gens où ce settlement se produit à Londres, ils considéraient évidemment que c'était pas peanuts. Hein, dans le monde de développement, c'est pas un montant peanuts, mais dans le fonctionnement du marché, ça n'aurait presque aucun impact. On est en train d'évoquer deux grandes catégories de solutions, hein, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Des solutions autour des flux, de mécanismes sur des flux, taxation sur les transactions, pour faire simple, et puis des mécanismes sur l'investissement lui-même. Et donc la sélection d'investissements pour choisir des projets qui nous semblent contribuer à une meilleure responsabilité, éventuellement une meilleure soutenabilité, parce que je fais une différence entre les deux. Donc, Lieven, tu as parlé tu as rappelé l'impact investing comme étant profit-driven investment. Je suis d'accord avec ça. Que l'on soit sur l'un ou l'autre des mécanismes, donc sur le mécanisme de régulation de flux, ou qu'on soit sur les orientations d'investissement, dans les deux cas, se pose la question de la priorisation. Comment pouvons-nous orienter le choix soit d'une allocation d'une taxe? On a la taxe sur les 5 trilliards par jour, ça y est, on a la taxe, on en fait quoi? Soit au contraire, j'ai des porteurs de projets, des investisseurs, et je leur demande d'orienter le financement du barrage des Trois Gorges en Chine de telle manière que ce barrage n'ait moins d'impact écologique humain. Je viens d'apprendre d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des scientifiques géologues dans la salle, parce que c'est contesté, mais j'ai entendu que les récents séismes qu'il y avait eu en Chine étaient précisément la conséquence directe de ce barrage des Trois Gorges, parce que la masse d'eau est tellement importante que ça a fait bouger les plaques tectoniques.
Et que il y a 1 an et demi, 2 ans, le séisme qu'il y a eu dans l'ouest de la Chine serait la conséquence directe. Donc l'impact investing qui consisterait à dire j'ai créé 3000 emplois ou 3 millions d'emplois ou 300 emplois dans mon village ne répond pas à la question est-ce que ces emplois ont été créés dans une dynamique de soutenabilité, parce que je peux fouetter tous les jours mes salariés pour qu'ils soient plus productifs. Certes, j'habite dans un petit village de 750 personnes, je créerai 300 emplois demain matin, j'ai le prix Nobel de la soutenabilité dans mon village. Mais si je les fouette tous les jours, je les ai créés les 300 emplois, mais qu'est-ce que je fais avec ces 300 emplois? Donc, pardonnez-moi cet exemple un peu stupide, c'est juste pour évoquer que l'impact investing qui consiste à prescrire des critères qui sont supposés universels, sans prendre en compte ce que l'on fait, l'utilité de ce que l'on fait, ne me paraît pas résoudre la question. Donc, faut-il imposer des critères, des indicateurs d'État, ou faut-il plutôt demander aux porteurs de projets d'honorer des processus de responsabilité? C'est-à-dire, par exemple, on les laisse libres de faire ce qu'ils veulent, mais on les oblige à parler avec leurs parties prenantes. On les oblige à analyser les impacts réels ou potentiels de leurs projets d'investissement. Et on les laisse libres de le faire, mais on ne va pas leur imposer les critères. Parce que si j'impose, je ne sais pas, je me souviens par exemple d'un référentiel d'investissement qui, dans le référentiel, il fallait, donc ça s'appliquait à des projets en Afrique, et donc on demandait aux investisseurs de pouvoir financer une école. Si vous ne financez pas une école, vous n'avez pas un investissement responsable. J'ai vécu un certain nombre d'années en Afrique, dans des endroits un peu reculés, et je sais que j'ai vu beaucoup d'écoles vides. Enfin non, pardon, elles n'étaient pas vides, elles étaient très peuplées ces écoles, parce qu'il y avait beaucoup de chèvres dedans. Et pourquoi il y avait des chèvres? Parce que d'abord on avait oublié qu'il fallait un instituteur, il ne suffisait pas de payer l'école, et qu'on avait oublié que pour que les enfants puissent aller à l'école, eh bien il fallait encore qu'on ait résolu le problème de la main d'œuvre sur les champs dans les familles, et que si on n'avait pas résolu ce problème, les parents ne pouvaient pas laisser, tout simplement pour une question de survie, partir les enfants. Bon, simplement c'est que dans le référentiel, il fallait, pour être responsable, financer une école. Donc pardonnez-moi de prendre ces quelques exemples un peu simples, mais c'est simplement pour dire, est-ce que plutôt que de se battre à essayer de trouver des indicateurs valables pour tout le monde, ne faudrait-il pas demander à chacun de nos investisseurs d'être vigilants sur les processus de mise en responsabilité et de connexion avec les besoins réels du contexte? Je lance cette question, vous en pensez quoi? Could I just, well, if I could come in here, because this is a classic thing to do with what we call vertical funding and horizontal funding. Vertical funding is where you have a big funder like Bill Gates, and or you have many different charitable funds, and they want to be absolutely sure that the money they spend on to deal with HIV/AIDS directly goes down, and they can prove at the end that they've saved these many people, and everyone can tick their boxes. It's a good business model. Da 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 da. But people on the ground go, but it's not just about dealing with HIV/AIDS, because you're actually dealing with HIV that becomes AIDS, and you have to deal with different diseases that can come in, and and you need to deal with the water situation, and there is a problem. Because we, in France or in England or in the United States, we don't deal with disease like that. We go to a hospital. The whole thing is horizontal. You're dealt with your symptoms. You're not dealt with, you're dealt with in a hospital whatever your symptoms are. It's not done in a vertical way. But because we are driven, not surprisingly, especially from a philanthropic perspective, we want, you're giving your money, you want to see that the school was built, there you had well-educated goats, it sounded like. But I mean, but the point is that there is a big difference between vertical and horizontal, and I think that's the thing to establish here. And there is nothing wrong with the fact that there are many things that can be achieved. I am a great admirer of the Global Fund, and it has done absolutely brilliant things. And in fact, in the way that it funds, it often goes into funding infrastructure itself, the infrastructure that is required to deal with greater diseases than just the pandemics of the fund. So I just wanted to make that broader point. I wanted just to return to some of the things that, while I have the floor, I will just abuse that for 1 second. I find it
very interesting when I'm usually the most radical on the platform to find that the learned professor is the one who has come up with the more radical idea. I was talking about the financial transaction tax, but as I said, it is on shares and it is on derivatives, and it is not on currency, even though the original idea, if you like, came from James Tobin, and that was about taxing currency. But in the way things are unfolding at the moment, currency is not on the table. But actually, the taxation of currency, the taxation of foreign exchange, if you think about it, the actual trade in money itself, which is an international activity, to actually tax that to pay for international, global public goods, if you like, is very logical. It really is logical. It makes an enormous amount of sense. These are the winners of globalization, if you like, where we could redistribute a certain amount of money, a very small, tiny amount, on the enormous flows that Lieven was talking about, and redistribute that to pay for the Millennium Development Goals that will soon become the Sustainable Development Goals. So just in terms of solutions, this actually goes further than the financial transaction tax I was talking about, or rather it makes it the full range, if you like. So I wanted to say that. And just in answer to Stanislas, I think what we're talking about isn't really about changing behavior. We are looking at it mainly as a revenue raiser. I mean, I think the most sort of the newest bad kids on the block, the high-frequency traders, the algorithmic traders that are operating at premium costs. They pay quite a lot of money for their connectivity, but then they can run ahead of the markets. It's called high-frequency trading. They are such a high-volume, low-margin business that maybe a small FTT will affect, especially what they're doing in equities. So that may change behavior. But by and large, I think we're mainly talking about it as a revenue raiser. Je voulais rebondir sur le sujet de Bill Gates et de la philanthropie verticale. Mais moi, ce qui me gêne encore plus, il y a ça, effectivement, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Ce qui est un peu gênant aussi, c'est que il y a une fondation de dizaines de milliards de dollars qui décide, avec un petit groupe d'hommes, parce qu'il n'est pas complètement tout seul, il a sa femme aussi, puis il a quelques amis, mais qui décident de ce qu'ils font et qui ont un impact énorme, mais c'est eux qui décident, 3-4 gars, et ça c'est pas tellement normal. Alors c'est vrai que c'est le système classique de la philanthropie anglo-saxonne, américaine. Le budget est supérieur au budget de l'OMS. Oui, mais qui était donc, voilà. Et donc là c'est un peu un problème. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé des Nations Unies. Bon, on va pas tomber dans les lamentations, mais il y a quand même un système international qui est le seul à pouvoir être en état d'organiser une réflexion collective, sauf qu'il n'est plus en état de le faire, il ne le fait plus, il ne fonctionne plus, mais on l'a aussi dépossédé un peu de tout ce qu'il pouvait faire, et donc au bénéfice de certains acteurs qui aujourd'hui évidemment ont un comportement intéressant ce que vous êtes en train d'aborder. Là, je coupe parce que vous êtes en train d'aborder une troisième voie de recommandation qu'on peut appeler gouvernance. C'est quelles sont les propositions qu'on peut faire pour faire en sorte que la relation entre pouvoir public et régulateur d'une part et de l'autre part investisseurs et puis également donc entreprises, notamment innovation, comment cette gouvernance peut-elle intégrer la conscience de la relation au bien commun et comment elle peut intégrer une conduite qui oriente vers une meilleure soutenabilité. Alors, juste un élément de réponse là-dessus, mais je voulais aussi commenter ce que tu disais sur la discussion avec les parties prenantes, c'est-à-dire échanger. Bon. C'est vrai que moi je vois bien en France et en Europe, et maintenant il y a une directive qui va être passée là-dessus, les progrès ont été assez importants, dirigés par la puissance publique et les obligations de reporting. Donc le fait d'obliger les entreprises
pas uniquement les institutions financières d'ailleurs, mais notamment elles, à dire ce qu'elles font et à reporter sur leurs actions en matière de RSE, évidemment, les a poussées en fait à faire pas mal de choses. En revanche, je pense qu'on n'a pas besoin d'être trop prescriptif dans le détail parce que la société, de toute façon, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec la concurrence partout tout le temps, l'émergence de nouveaux acteurs, fait que les entreprises ont conscience qu'elles évoluent toutes, et y compris les banques qui maintenant commencent à l'intégrer, elles évoluent toutes dans un écosystème extrêmement fragile. Et si elles veulent préserver, et moi je trouve ça très bien d'avoir comme visée de préserver sur le long terme du profit, elles sont là pour ça, mais si elles veulent justement préserver leur existence dans un écosystème complètement mouvant, elles sont obligées de discuter avec cet écosystème et de se poser constamment la question de l'utilité. Donc à la limite, le régulateur est presque rattrapé par la société et les nouvelles technologies qui exercent une pression extrêmement forte sur les entreprises. Et pour la réponse à la question posée, je pense qu'il y a des réponses sans doute régionales. En Europe, c'est très intéressant. Là, on a une masse suffisante avec un régulateur de plus en plus intégré. C'est très important ce qui s'est passé avec la BCE pour les banques. Je veux dire, maintenant, il y a un régulateur. Et donc, il y a une puissance de prescriptive qui est extrêmement forte et qui a gommé les effets de concurrence réglementaire, on va dire, entre États membres. Alors, ce que je voudrais, je sens que vous bouillez parce qu'il y a plein de choses à dire, mais on a un petit quart d'heure devant nous, donc je voudrais que vous puissiez réagir. Alors, avant, je vais vous proposer un petit exercice. Je vais vous proposer une échelle extrêmement compliquée de 1 à 3. Ça, c'est très compliqué. 1, 2, 3. Alors, 1, c'est tout ce qu'on vient de dire ne vous paraît absolument pas crédible. C'est complètement à côté de la plaque, c'est pas dans le sujet. 2, bof, on est normand, c'est pas trop mal, mais vraiment, on peut faire mieux. 3, c'est exactement ce qu'on attendait toujours, on l'avait toujours rêvé, et ce qui vient d'être dit, c'est ce qu'on attend de la finance. Alors, 1, levez la main. D'accord. 2, 2. D'accord. 3. D'accord. Donc une courbe de Gauss autour de 2. Donc intéressant. Donc à partir de là, alors vous avez remarqué que comme toujours, les femmes ont beaucoup de délicatesse et donc elles pensaient qu'il y avait tellement rarement des panels uniquement avec des hommes que du coup la seule femme du panel a préféré se retirer pour nous laisser, pour une fois, uniquement entre hommes. Donc merci à Stéphanie d'avoir eu cette délicatesse. Et donc en conséquence, je voudrais d'abord offrir la parole à nos amis femmes sur la salle. Donc mesdames, mesdemoiselles, comment vous réagissez ou quelle contribution souhaitez-vous apporter en matière de meilleures relations, de meilleure utilité du service, du secteur financier pour une plus grande soutenabilité du développement. Donc, à vous, mesdames, en premier, first. Et puis après, éventuellement, les messieurs. Puisqu'on est à peu près autour de 2 dans la courbe de Gauss, donc certains ont été plutôt déçus, d'autres plutôt au contraire enchantés, puis la moyenne plutôt à moitié. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer un micro? Super, merci. Donc moi, je partage tout à fait ce qu'a dit Stanislas Potier sur le fait l'ONU, ses moyens, ses limites par rapport notamment à des grandes fondations, Fondation Bill Gates, mais il y en a d'autres. On voit bien aussi que l'OMS a des moyens réglementaires, mais elle les utilise pas parce qu'elle sait très bien qu'elle n'aurait plus aucun argent, déjà elle en a très peu. Et donc il y a une limite entre la gouvernance mondiale qui devrait s'exprimer et ce qui existe en vrai. Finalement, quand on regarde les textes à la fois de la création de l'ONU et de l'OMS, qui est quand même une organisation internationale qui a les moyens de prendre des actes réglementaires, on voit que ce qui limite, c'est l'argent. C'est-à-dire les moyens financiers pour aboutir, les moyens pour faire des actions concrètes. L'OMS vit aux dépens des autres États, y compris sur les vaccins, sur énormément de choses avec les firmes pharmaceutiques. Donc la question que je vous poserai sur la sustainability, c'est que faire pour permettre à ces organisations d'avoir vraiment un rôle de gouvernance tel qu'il est attendu et de faire en sorte
qu'elles aient les moyens d'agir, ce qui n'est pas le cas ni politiquement parfois, ni même économiquement. Je suis surpris que vous disiez que la question est une question de manque d'argent. Le petit rappel que j'ai fait en introduction montrait précisément que l'argent, il y en a autant qu'on en veut, et c'est plutôt l'allocation de cet argent en fonction de ce qu'on va en faire. L'allocation, tout à fait, l'allocation de cet argent qui est donné sur des sujets qui sont de gouvernance mondiale. Parce merci. Là, vous posez une question sur le troisième axe de gouvernance qu'a évoqué Stanislas. Vous voulez réagir? Qui veut réagir? Oui, Liven? Je pense que la question est très bien, dans ce sens que vous mettez la doigt sur le fait que la responsabilité du secteur financier et du monde politique, mais aussi des ONG, devrait être une responsabilité de coopérer ensemble. Et dans le projet que nous avons élaboré, il y avait le Global Fund, où tous ces fonds viennent. Il n'y avait pas de réponse claire où doit aller cet argent, mais la proposition était que dans le governance, pas seulement les pays du Nord et du Sud, mais aussi le secteur financier et les ONG participent. Et je pense, David peut en dire plus, mais que dans ce Aid Fund, il y a déjà cette présence. Et je voudrais utiliser ça pour faire le lien avec ce que Olivier vient de demander sur l'impact assessment. Je pense que l'impact assessment peut créer un certain trust dans le secteur financier, un trust qui n'existe pas. Et je voudrais utiliser la différence entre l'Europe, où nous avons des autorités publiques qui imposent, et l'Amérique, où on voit que la philanthropy est very important. Les gens aux États-Unis croient en Bill Gates et lui autorisent, pour ainsi dire, une grande richesse. Et ils ont confiance qu'en gérant une fondation, il sera aussi bien pour la fondation et donc l'intérêt public mondial que pour Microsoft. Ils ont confiance dans sa capacité et ils n'ont pas cette confiance dans les autorités américaines, dans le monde de politique américaine. Ici, en Europe, c'est différent, mais je peux, en mettant les deux approches ensemble et en créant en Europe aussi plus de confiance dans une attitude positive du secteur financier, qui peut être illustrée par des initiatives comme développer les critères, mais je pense que les critères doivent être développés par le secteur, pas par la Banque nationale ou par les autorités publiques. C'est eux qui doivent gagner cette confiance du public large, qu'ils savent gérer l'intérêt public. Donc, David voulait dire quelque chose, peut-être Christopher? I'll be very, very quick, because I'm Oui, conscious. on puisse se tourner avec d'autres interventions. Just to say that the United Nations has got to be understood that, you know, it's made up of 190 or so different countries, and there are lots of limitations to that, and that it is better for creating aspirations like the Sustainable Development Goals, what the goals that we're trying to meet, because the actual development funds come from national development budgets, and then assisted or aided or supplemented by philanthropy, by, you know, different stuff that comes from other areas. So that's just important to put the UN in context. And just in terms of the spending of funds for things like the financial transaction tax, it's terribly important. We do not want to create new funds. So we think that the funds, for instance, should go to the global funds for the global fund of Bill Gates for HIV, AIDS, TB, malaria. We think it should go to the Green Climate Fund in order to deal with adaptation and mitigation. We're not to create new funds. Je rebondirai juste rapidement sur effectivement le fait qu'il faille vraiment faire confiance aussi au secteur privé, qu'il y a des initiatives personnelles. Par exemple, Saxo Bank, qui est donc une banque danoise, alors on pourrait tout à fait croire qu'il y a la puissance étatique derrière cela. Les fondateurs considèrent que c'est de la responsabilité personnelle, de l'initiative personnelle. À titre, notre banque, par exemple, ne publie pas de performance ESG.
très clairement. Mais les fondateurs ont une démarche à titre personnel. Il y a l'aspect philanthropique qui compte beaucoup, l'équilibre, également l'impact des projets. Ça a été notamment dans leur démarche lorsqu'ils se sont implantés en France. Quel est l'impact des projets en termes de vie pour les employés, mais aussi quel est l'impact sociétal, l'investissement dans la société. Donc ça c'est important. Et très très rapidement, on le voit, on peut commencer à faire confiance au secteur privé parce qu'il y a une initiative qui n'est pas complètement parfaite, mais les obligations vertes, on voit que beaucoup d'entreprises s'y mettent, EDF par exemple en France, parce qu'ils voient qu'il y a une demande et qu'il y a un réel intérêt des investisseurs qui sera grandissant. Je pense donc qu'il faille également faire confiance et ne pas simplement imposer d'en haut par le régulateur ou éventuellement l'État, ce n'est pas toujours très efficace. La pression monte au fond de la salle parce qu'on est à 5 minutes. Donc je suis en train de négocier avec mon regard pour qu'on puisse passer à 10. Attends, mais j'ajoute juste pour l'instant 5 2 minutes. secondes Alors, sur les très obligations rapide, vertes. ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avoir d'autres femmes d'abord, et puis quelques hommes qui puissent interagir. Donc, 2 secondes sur les obligations vertes pour dire que les acteurs financiers ont même été jusqu'à faire les Green Bond Principles, c'est-à-dire une sorte d'autorégulation avec une exigence de ce que doit être une obligation verte. Et ils viennent, alors qu'ils ont à peine 2 ans, ces principes, de les renforcer encore. Ok, alors, une dame, first. L'invitation étant faite, maintenant, qui veut avoir, nous tous, nous dire qu'il existe quelque chose que nous n'avons pas évoqué, qui vous paraît important dans cette relation. Pardon, sorry. Yeah, Yes, it happened. So, Dr. Stanislav Shmelev, founder and director of Environment Europe, Oxford. I would like to throw a challenge at you. At the moment, there are 269,000 tons of plastic in the oceans, and the problem is not being solved seriously, as far as I know. It's a huge issue. It gets into food chains. It will harm our health. It does harm our health already. To say nothing about ecosystems, plankton, and so forth. So, and we also know that in places like Nigeria, India, and China, there are massive, spontaneously created works or plants for reshuffling and refurbishing enormous waste streams that come from Europe and other places. To my knowledge, there is no foreign aid project at the moment, neither in the UK or France or anywhere else, which would help those people, give them, the protection, the equipment to do what they do, and the volumes are enormous, properly, because there was an exhibition at the Photographers Gallery in London some time ago, and it was showing how it's done in Nigeria with all their cattle drinking the water from, which is polluted with mercury and so on. This is actually very, very, bad for the local people. But I also want to stress the global importance of this issue. We really need an international plastics convention because, climate change should have been done 20 years ago. I'm finished. Okay, thank you. Quelqu'un veut réagir? Do you want to react to what you say? De façon générale, le sujet des océans et le sujet de l'eau, qui n'a pas encore été très bien vu par les acteurs, on sait tous qu'il existe, est en train d'arriver. Moi, je le vois, effectivement, on s'est tous posé la question du carbone, on y est poussé par les négociations climatiques, et là, depuis, on va dire, c'est assez récent, moi je le perçois depuis un an, voire moins d'un an. Les acteurs financiers, ce que je vois le plus, je ne parle pas évidemment de ceux qui sont dans le business de l'eau, qui ils sont confrontés tous les jours, voient qu'il faut qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter le sujet de l'eau et des océans. C'est un sujet extrêmement multiforme et complexe. Donc, je réponds plus globalement que le seul sujet des plastiques qu'on retrouve dans l'océan, mais la situation est absolument dramatique et on commence à peine à s'en rendre compte. Et or, c'est un critère parmi d'autres sur lequel on peut mettre le focus pour justement changer un peu, rediriger l'argent et les projets qui sont financés avec cet argent. Okay. May I formulate just one suggestion? Yeah. On the last question, purely institutional. I think there is an old institution
created by the Montego Bay Treaty that creates an authority for the exploitation of the sea, the high sea. Why not extend its authority to take care of what happens in the oceans? Because it's not national territory, and the proceeds, if that business would ever be profitable, are already in that treaty in the benefit of developing countries. So there is a model that is but it's resting, so maybe you should wake it up. Lieven, je suis un peu, on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans ce débat, mais tous les enjeux de société, et notamment tous les biens publics mondiaux, ont tous leur autorité pour être traités et pour être suivis depuis déjà longtemps. Or, le monde devient de plus en plus insoutenable. Cherchez l'erreur. Donc comment pouvons-nous aller, comment faire en sorte que ces autorités et l'ensemble du secteur financier puissent orienter de façon pertinente. Et qu'est-ce que ça veut dire pertinente? Tout l'enjeu, c'est de définir la pertinence sociétale. Comment faire en sorte qu'il ne puisse plus y avoir un projet investi qui n'intègre pas une analyse de sa pertinence sociétale? C'est une question extrêmement difficile. J'aimerais qu'on puisse avancer les uns et les autres. Alors, il y a deux interventions. Madame au fond, monsieur, s'il vous plaît. Donc, rapidement, on a 3 minutes et puis je conclurai. Oui, bonjour. Je voulais vous poser la question à vous tous sur les plateformes collaboratives, ce qu'on appelle le crowdfunding. Est-ce que ça vous parle? Aujourd'hui, ça représente 20% de l'économie américaine. Les banques s'y mettent, c'est-à-dire que les banques créent leur propre plateforme pour soutenir des startups, des projets. Aujourd'hui, on peut rénover le Mont-Saint-Michel avec du don en ligne. Donc, c'est l'économie collaborative. Mais c'est aussi l'économie du don, l'économie du prêt, alors avec des taux à 10%, mais certes, il y a des levées de fonds à 140 000 € en 2 semaines, alors que les banques ne veulent pas payer 20 000 €, veulent pas prêter 20 000 € à un chef d'entreprise pour avoir un salarié. Est-ce qu'aujourd'hui, on tend tous vers ça? On pense bien sûr à Mohamed Younous avec la Grameen Bank, où il donne quelques centimes, et les gens se développent. Aujourd'hui, il y a des milliards de dollars qui passent sur ces plateformes. Est-ce que c'est pas ça la solution? C'est-à-dire que nous tous, on puisse partager l'économie de demain avec les autres. Je mets dans le même sac, dans le même sac de votre question, le débat qui nous anime en France aujourd'hui sur l'ubérisation, 40 milliards de valorisation. Donc il y a des investisseurs qui sont prêts à mettre 40 milliards pour une autre forme d'économie qui est jugée illégale. Est-ce un archaïsme gouvernemental ou est-ce un aveuglement? Est-ce que là, effectivement, il y a un retard? Est-ce que l'ubérisation contribue à une meilleure soutenabilité de la mobilité, donc de la société? Voilà, je mets ça dans la même question que ce que vous venez de poser. Just a very quick reply to that. Crowdfunding has become a phenomenon and is very useful and in very specific projects where you can get an interest of a specific group of people, which is the demographic that you're reaching. Yes, you can make results. But when you're dealing with malaria in a country, or some of the, or this is the problem that was just raised by the gentleman here. How, dealing with how much was the tonnage of plastics? Right. Okay. 269,000 tons of plastics. It's not, I'm afraid, going to be dealt with by crowdfunding. It's going to have much greater things. I'm not saying there isn't a place for it. I'm sure there is. But in the bigger kind of sufficiency and predictability and sustainability stakes, it will play a small part. Je vais peut-être juste... En 2 mots, la question de monsieur, et puis ensuite je conclue pour libérer la salle. Alors juste très rapidement, effectivement, c'est un phénomène qu'il faut vraiment surveiller. À Saxo Bank, par exemple, nos dirigeants français et actionnaires d'une des grosses plateformes de crowdfunding françaises. Mais ce qui est important de voir, c'est que ça reste dans le domaine du business et tout dépendra ensuite des projets qui sont menés. Je parle uniquement pour la France, que je connais un peu mieux dans ce domaine. En France, on sait aujourd'hui qu'il y a surtout un intérêt purement business. C'est pas les fondateurs des plateformes de crowdfunding sont dans une perspective, on va lever des capitaux, se retirer ou s'investir en bourse. Donc il n'y a pas vraiment de démarche
démarche philanthropique. Après, bien sûr, on peut tout à fait utiliser ces plateformes. Ça me paraît être un très très bel outil, mais il faudra surtout que les usagers militent pour que les projets portés soient certainement plus orientés dans le domaine de la soutenabilité que ça ne l'est aujourd'hui. C'est la question de fond, car le moyen est une solution, l'allocation du moyen. Il vient de me traverser l'idée que Daesh pourrait faire du crowdfunding. Ça serait du collaboratif et du participatif. On voit bien que l'utilité serait absolument terrible. Donc ça ne résout pas, ça résout la question de l'alimentation financière, ça ne résout pas la question de l'allocation financière et des critères d'allocation qu'il faut donc continuer à travailler. Donc monsieur, dernière intervention. Oui, bonjour, merci Laurent Bouffiès. Donc tout à l'heure, j'ai donné 2 au lieu du 3 parce qu'en fait, c'est pas par rapport à votre intervention et la pertinence, c'était plutôt par rapport au fait que qu'on se sent prisonnier d'un cadre qu'on alimente de la manière la plus intelligente possible, mais quand même un cadre qui enferme. Donc j'aimerais élever entre guillemets humblement le débat d'introduire un facteur. La semaine dernière, donc, il y a le président de World Kindness Movement qui est venu en France d'Australie. Ça existe. Ils ont lancé la semaine de la gentillesse, la bienveillance. Et il nous donnait un sondage en Australie où près de milliers de personnes dans des centres commerciaux, ils ont interrogé les gens quelles sont les choses qui vous rendent le plus heureux, qui vous font du bien. Alors, en bas de la liste, il y avait manger du chocolat, il y avait respirer autrement. Après marcher tranquillement dans la nature, c'était quand même 16-17%. Et à 36%, c'était faire un acte de bienveillance pour quelqu'un d'autre. Je pense que ça, c'est très important. C'est qu'on est aujourd'hui à un moment où on n'ose pas le dire, mais finalement la CSR, la RSE, quelque part, c'est quand même porté par de la bienveillance. Mais on est toujours prisonnier de contraintes, on se crée des contraintes légales pour avancer et tout ça. Mais en fait, si on se rendait compte que tout le burn-out dans lequel tout le monde est en train d'aller, parce que même si on est en bon état physique, gérer tout ce qui se passe aujourd'hui pour quelqu'un, pour n'importe qui, c'est très difficile. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment sortir du cadre, introduire peut-être ce facteur de bienveillance qui est quelque chose d'un facteur inspirant. Hier, le chef indien, je crois, a parlé, ou quelqu'un derrière, je crois que c'était Monsieur Stigler, qui parlait de passer du leader contraignant au leader inspirant ou quelque chose comme ça. Ce sont des choses qui sont très importantes, intégrer le fait que finalement tout ça, on est peut-être en train de le faire parce qu'on va vers une certaine bienveillance. Et je pense que ça peut être un facteur important. Donc pour petite information, c'est peut-être pas une question, sachez que cet homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a lancé World Kindness Movement en Australie, qui se répand dans plusieurs pays, il est en ce moment en train de discuter avec le Premier ministre de Thaïlande pour organiser un premier sommet l'année prochaine en novembre ou en septembre en Thaïlande sur The Kinder Option. C'est-à-dire qu'en fait, proposer aux chefs d'État et des patrons d'entreprises à très haut niveau de voir comment on pourrait aller vers The Kinder Option. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'on prend une décision dans une banque, chaque fois qu'on prend une décision quelque part, qu'est-ce que ça serait the kind of option qui n'est pas la plus facile à prendre, mais peut-être qui est la meilleure pour notre santé individuelle et collective. Voilà, alors c'est peut-être pas une question, mais est-ce qu'on peut introduire peut-être ce facteur? Merci beaucoup, merci. Donc je conclus, j'ai grand signe derrière. Est-ce que juste rebondir deux secondes là-dessus? Je vais me faire tirer les oreilles. Je vais me faire tirer les oreilles. Alors il peut y avoir Potier, oui. J'ai une solution. Le face-à-face qui suit, c'est, tout à l'heure on parlait de comment inventer, mais comment étendre les produits financiers. Là on est comment les produits financiers peuvent aller vers le particulier, les servir vers le particulier, rentrer dans les foyers, trouver des solutions. Donc on peut avoir cette conversation plus tard. De toute façon c'est au long cours. Vous pourrez intervenir dans la salle. Philippe Zawati, Philippe Duterte, qui vient d'être nommé vice-président du FIR, interviendra. C'est intéressant. Katharina Romanini va modérer du PAI. Et on pourra continuer ces discussions autour du café dans le jardin aussi. D'accord. On peut continuer effectivement à l'extérieur. Une info, et je vais conclure. Juste Sonia. Une info pour aller dans le sens. Il y a un sondage qui a été fait il n'y a pas longtemps aux États-Unis qui demandait pour vous, c'est quoi un leader? C'est inspirant, c'est etc., un visionnaire, un machin, etc. La réponse à 60%, c'était quelqu'un de bien. Super. Donc, parfait. Donc, merci. Donc, quelques mots de conclusion et on libère la salle. On devrait parler de finances inspirantes, secteur financier inspirant. J'ai retenu 2-3 points que je vous dis et vraiment on libère. D'abord, merci d'essayer de sortir du cadre actuel. L'inspiration qui est quand même profit driven, comme nous le rappelait Leven, pose une vraie contradiction. Il a été évoqué
évoqué trois catégories de recommandations, des recommandations en termes de gouvernance et notamment en termes de coopération entre les acteurs financiers, gouvernementaux, associatifs, des recommandations sur des mécanismes sur les flux financiers, donc sur les systèmes de transfert, c'est le mécanisme de transaction, on n'a pas parlé de mécanismes volontaires, encore que si sur la philanthropie, et puis troisième catégorie sur l'orientation des investissements et de l'impact investing en particulier, et notamment toute cette question que je trouve qui n'est toujours pas résolue, qui est la question de quels critères, quel niveau de critères, est-ce que c'est des indicateurs, est-ce que ce sont des processus, quel niveau contraignant, quel niveau unifié ou quel niveau au contraire non unifié, diversifié, ça continue à être une vraie question. Donc merci pour tout cela. Une petite information, pardonnez-moi ma petite pub, mais il y a une dédicace ce soir à 19h, donc on est plusieurs auteurs, dont moi, avec un livre qui s'appelle Piloter un développement, non pas inspirant mais responsable, donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez échanger. Et puis la journée continue, un grand merci de votre participation, merci à vous d'être venus, bravo.